les défis autour de la motorisation, des matériaux, TIC et mobilité. Aujourd'hui, on va parler d'un défi transverse, puisque la perturbation électromagnétique touche à la fois, on va dire, l'électrification du véhicule, mais aussi peut impacter sur les matériaux et donc la sécurité du véhicule. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce label Carnot? C'est qu'effectivement, vous allez pouvoir travailler avec des laboratoires qui représentent finalement l'excellence scientifique de la recherche française, mais qui sont aussi habitués à travailler avec des entreprises extérieures, qui sont aguerris à la recherche partenariale, comme on l'appelle. Donc voilà, c'est un gage de qualité que vous avez à travailler avec des labos Carnot. Comment on est structuré? J'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Donc, on couvre tout le territoire. Donc, on voyait un certain nombre de plateformes technologiques. Une plateforme, concrètement, ça va être des équipements mutualisés et ça va être des experts derrière, surtout, qui sont à même de vous amener les meilleures réponses. Vous allez bien le voir aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va parler avec deux experts de l'Institut Carnot Ingénieur à Lyon qui sont du laboratoire Ampère. Donc, on est situé sur la région lyonnaise. Donc, il y aura Christian Voller qui va s'exprimer tout d'abord et Riccardo Scoretti dans un deuxième temps. Donc, je pense que en l'état, peut-être dernière petite chose sur la filière. Donc, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Gardez aussi en tête qu'on est des laboratoires de recherche publique, donc en termes de facilité de financement, on a évidemment le CIR, avec encore un doublement du CIR pour l'année qui arrive. Donc voilà, facilité à travailler avec nous et un support financier possible via le crédit impôt recherche. Christian, je pense que je vais te passer tout de suite la parole pour entrer dans le vif du sujet. À toi la parole, à toi Christian. Merci Lilian pour cette introduction. Alors, bien écoutez, on va commencer. Donc, on va parler de systèmes de transport terrestre, on va dire plus électrique, voire tout électrique. Et en fait, pour commencer cette intervention, j'ai repris en fait quelques idées qui venaient de brainstorming avec les gens des transports aéronautiques et transports terrestres. Et en fait, il s'est avéré que ce qui en était ressorti, c'est que les avancées donc technologiques dans les systèmes de transport, notamment, sont pilotées par quelques grandes tendances. Alors, soit une réduction de masse, une augmentation de la fiabilité, de la sécurité, de la disponibilité donc du système lui-même. Alors évidemment en aéronautique ça prend tout son sens. Une augmentation des performances. Souvent la diminution de masse engendre aussi par exemple une diminution de la consommation de carburant et aussi une diminution des coûts. Alors ça peut être développement, fabrication ou éventuellement coût d'exploitation, coût de maintenance. Et donc, dans les transports aéronautiques et terrestres, l'électricité, l'électronique embarquée, ça contribue donc à ces quatre axes. Alors, dans le domaine automobile, plus spécifiquement, on a vu s'accroître le nombre de dispositifs électriques. Au début, c'était le confort. Le guidage, les chaises chauffantes, la clim. Et puis après, on a été vers des systèmes qui touchaient à la sécurité, donc freinage, radar, etc., etc. Et là, on va vers de plus en plus d'autonomie jusqu'à la propulsion électrique, voire la voiture complètement autonome. Alors, en électrique, par rapport, donc, on va dire, au génie électrique, la propulsion de voiture, c'est quand même des puissances, on va dire, petites à moyennes, mais c'est de la grande série. Voilà. Et avec les contraintes qui y sont associées à cette grande série, notamment le coût et la fiabilité. Alors, quelles sont les innovations qui sont nécessaires pour ces dispositifs-là, donc de voitures, on va dire, plus électriques? On a besoin, d'une part, de nouveaux actionneurs, donc en fonction de la nature et des puissances mises en jeu. On a besoin donc de systèmes de contrôle commande plus efficients.
Donc la CEM aussi est devenue critique. Donc ça, j'y reviendrai, mais en fait, ce qui est assez nouveau, enfin c'est nouveau. Nous, on y travaille depuis de nombreuses années, mais ce qui est ce qui est devenu très essentiel, c'est de pouvoir en fait prédire d'un point de vue CEM, donc ce qui va se passer avant d'arriver vraiment souvent dans le mur. Donc il faut maîtriser une intégration donc de systèmes hétérogènes. Et voilà, il faut maturer aussi toutes ces technologies. Alors, comment je... Ah oui, pardon, celui-là, j'étais comme ça. Alors, non, ça va pas, pardon. Parce que j'ai fermé une fenêtre. Ah, ça va plus. J'ai perdu ça, c'est pas grave. Ok. Alors, concernant la CEM, attendez. Oui, c'est ça. Donc, concernant les aspects de compatibilité électromagnétique, en fait, nous, ce sur quoi on va se focaliser aujourd'hui, c'est que dans les voitures ou même dans les avions, on a de plus en plus de puissance électrique embarquée et qui pose donc certains problèmes spécifiques. Et l'idée, en fait, c'est de se dire, ces convertisseurs d'électronique de puissance, en quoi ce sont des sources de perturbations. Donc, on a besoin de les analyser, de les modéliser. On a besoin donc de caractériser les conséquences sur leur environnement. Et les gens, là, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, qui sont dans une voiture, font partie donc de ce fameux environnement. Et pour pouvoir en fait simuler ce comportement dans la phase, on va dire, prédictive, c'est-à-dire que le véhicule n'est pas encore construit. Tout ça pour des histoires de réduction de coûts, d'optimiser le système avant qu'il ne soit construit. Alors, normalement, pour que ça marche, tout ça ensemble, on utilise des normes, les normes CEM que certains d'entre vous doivent connaître. Et si, par exemple, ici, c'est le niveau, en fonction de la fréquence, le niveau maximum du bruit admissible, on se débrouille à ce que tous les systèmes peuvent supporter au moins ce niveau-là. Et entre les deux, on a ce qu'on appelle la marge de compatibilité qui permet en fait de faire en sorte que tout ça cohabite. Et donc, quand on va parler des systèmes biologiques, eh bien, ce que les systèmes doivent supporter, ça va être donc les normes sanitaires dont Ricardo vous parlera tout à l'heure. Alors, maintenant, donc, quels sont les enjeux de cette CEM? Alors, il y a des enjeux techniques, faut que ça puisse fonctionner. Il y a des enjeux financiers, puisque si par exemple vous arrivez à une phase de test et que ça passe pas les normes, le rétrofit est souvent cher. Et ici, par exemple, vous avez en fonction de la phase très amont jusqu'à la production, le surcoût que la CEM peut engendrer. Et il y a aussi un aspect légal, vous en êtes responsable si jamais on montre que votre dispositif il a fait bugger quelque chose d'autre et que ça engendrait un accident, vous en êtes responsable légalement. Je connais personne qui est en prison pour des raisons de CEM, mais voilà. Alors, tout l'intérêt, en fait, comme je disais tout à l'heure, c'est d'introduire la CEM dans cette phase-là de la conception des systèmes. Et plus simplement, dans cette phase-là, c'est-à-dire après le prototypage physique, on allait faire des tests et ça passe ou ça passe pas. Et là, éventuellement, donc, on itère. L'idée qu'on a, nous, depuis de nombreuses années, c'est de développer une approche de modélisation, une approche donc au niveau système qui permet d'introduire les contraintes CEM au même titre que les autres contraintes. Donc voilà tout l'intérêt de nos travaux. Alors, plus spécifiquement sur l'électronique de puissance, ce qu'il faut voir, c'est que les dispositifs d'électronique de puissance sont des pollueurs très large bande, ce qui les rend difficiles à traiter. Par rapport à des signaux comme la téléphonie ou autres qui sont assez bandes étroites, puisque en fait on a beaucoup de mécanismes qui participent à cette génération de perturbations. On a des harmoniques donc qui sont liées aux commutations, par exemple des redresseurs sur le réseau d'alimentation. On a donc la commutation, les fronts de commutation, éventuellement les étages de commande.
Et tout ça fait qu'on arrive à polluer donc sur 7 décades au niveau spectral, hein, c'est-à-dire du continu, on va dire, jusqu'à au moins la centaine de mégahertz. Et c'est ce qui fait que pour se prémunir de ces perturbations, c'est assez compliqué. Alors, un convertisseur de puissance, en quoi est-ce une source de perturbation? Eh bien, tous les convertisseurs d'électronique de puissance sont basés sur ce qu'on appelle la cellule de commutation, hein, que vous voyez ici, hein, qui est constituée de l'association d'une source de tension avec une source de courant, un transistor et une diode, et une loi de commande qui va attaquer donc le composant commandable, on va dire. Et par exemple, vous avez ici l'ordre de commande et les signaux électriques qui en résultent. Eh bien, ce sont, ces variations de courant et de tension qui vont engendrer donc ces fameuses perturbations. Alors, si on regarde ça d'un point de vue, on va dire, électromagnétique, la cellule de commutation, vous la voyez ici. Donc ça, c'est la charge et la source de courant. Ici, vous avez une capacité dite de mode commun qui va faire, en fait, quand la tension va varier rapidement aux bornes, ici du point milieu de la cellule de commutation, ça va injecter un courant, entre guillemets, dans la masse, qu'on appelle le fameux courant donc, dit de mode commun. La boucle ici de la cellule de commutation, avec la capacité de découplage qui est non parfaite, va aussi poser des problèmes de rayonnement au champ proche, et la non-perfection de cette capacité aussi, qui sert de réservoir d'énergie, va faire qu'on tire des pics de courant ici sur la ligne. Eh bien, en fait, tout ça fait que les convertisseurs d'électronique de puissance sont des perturbateurs qu'on va pouvoir, par exemple, retrouver ici. Hein, ça, ce sont des mesures expérimentales. Donc, vous avez un convertisseur d'électronique de puissance, un câble, une charge. Et ici, c'est par exemple la tension donc, dite de mode commun à la sortie de ce convertisseur et le courant de mode commun associé. Donc, il n'a pas de composant continu, hein, ce n'est qu'un composant, un courant parasite hein, qui est véhiculé en parallèle sur tous les câbles et qui se regroupe par la masse. Et voici sa décomposition spectrale. Donc, vous voyez ici, donc, c'est 10 mégas, on va allègrement jusqu'à une cinquantaine de mégahertz sans problème. Donc ça, c'est vraiment une mesure expérimentale faite sur un convertisseur d'électronique de puissance. Encore, c'est pas de la grosse puissance. Hein. Eh bien, tout ça, en fait, bon, ça, c'était en mode conduit, mais en fait, tout ça, ça va se transformer en mode rayonné. Puisque le signal utile, bon, qui peut aussi avoir des composantes de perturbation, est en mode différentiel, c'est-à-dire que le courant allé revient par un autre câble, ok. Mais le mode commun, comme on vient de le voir, c'est un courant qui est véhiculé en parallèle sur les câbles et qui revient par la masse. Et donc, lui, il engendre une grosse boucle ici qui va rayonner. Et quand vous avez votre convertisseur dans un vrai environnement, par exemple dans une voiture, donc ici, c'est l'alimentation, le convertisseur avec ses liaisons à la masse, blindage, etc., etc., ben ça génère, ce sont des mesures expérimentales faites au laboratoire avec le modèle associé, en différence finie ici, qui donne en fait le champ magnétique rayonné autour donc de ce dispositif. Et ce qui fait le rayonnement, c'est non seulement le comportement intrinsèque du convertisseur, c'est-à-dire ces fameuses commutations, la fréquence de découpage, etc., etc., et la géométrie, les câbles, leur blindage, leur hauteur par rapport à la masse, etc., etc. C'est tout ça qui engendre ce fameux rayonnement. Et ce rayonnement, en fait, eh bien, c'est celui-là donc, dont il est question quand vous êtes dans un véhicule électrique et c'est celui auquel vous êtes exposé. Bien. Eh bien, maintenant, je laisse la parole donc à Riccardo Scoretti, qui est chargé de recherche au CNRS, qui va vous parler donc des problèmes liés à ces champs quand vous êtes un humain. Bonjour, donc je vais vous parler de l'état des connaissances de ce qu'on sait et de ce qu'on ne sait pas au niveau des effets sanitaires des champs et de la réglementation qu'on découle. Donc, pour commencer, dans le corps humain, il y a naturellement des champs électriques, des champs de nature continue, comme le potentiel transmembranaire ou transépithélial, et des champs pulsionnels, comme le potentiel d'action qui permet le fonctionnement du système nerveux.
Et si ces champs sont perturbés, on observe qu'il y a un effet biologique. Donc, il est assez important de comprendre quels peuvent être les effets. Donc, on peut distinguer entre des effets directs, c'est-à-dire des effets dont on a une perception directe, qui peuvent être des sensations de vertige et de nausées quand on est exposé à un champ statique très intense. Ensuite, on peut avoir une basse fréquence de la stimulation des tissus nerveux, et après, au fur et à mesure qu'on monte en fréquence, on peut avoir des effets phénomènes d'échauffement, éventuellement les deux à la fois, dans ce certain plage de fréquence. Et puis, il peut avoir des effets indirects, c'est-à-dire des effets qui dérivent, entre autres, du malfonctionnement de prothèses médicales, actifs ou passifs. Donc, en gros, est-ce qu'il faut craindre l'effet sur la santé des champs électromagnétiques? Donc, un article qui a fait date, c'est celui de 79, dans lequel il est évoqué une relation possible entre certains types de cancers, à savoir la leucémie infantile aiguë, et l'exposition, la proximité à des lignes électriques. Donc, il s'en est suivi une sorte de crainte, pour ne pas dire de psychose. Et le problème dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas de concession scientifique. Il n'y a pas de consensus, d'une part, parce qu'il y a des problèmes de reproductibilité, c'est-à-dire que deux expériences qui sont en apparence très similaires peuvent donner des résultats relativement différents. Et deuxièmement, parce qu'on ne connaît pas des mécanismes qui puissent arriver à expliquer mécaniquement ces effets. Ce qui fait dire à certains que comme il n'y a pas de consensus, il n'y a pas d'effet, ce qui est évidemment faux a priori. Il y a eu donc tout un tas d'études épidémiologiques pour essayer d'établir une relation entre l'exposition à des champs électromagnétiques et des pathologies, et en particulier ce qui fait le plus peur, c'est les cancers. Donc, une étude qui fait histoire, c'est l'étude Interphone, qui a été très long, qui était une étude de type cas témoin. Donc, en gros, si vous regardez la figure ici à côté, on prend un certain nombre de personnes ayant développé une pathologie. On prend des personnes qui, à l'apparence, ils sont dans les mêmes conditions, mais qui n'ont pas développé la pathologie. On essaie de comprendre quelle est la cause. Ça, c'est une étude cas témoin. De cette étude-là, il en ressort un risque relatif accru de développer certains types de cancers par rapport ensuite à l'exposition à des champs électromagnétiques de la téléphonie mobile. Cependant, ces études, il est assez controversé parce qu'il y a de multiples sources d'incertitudes et de biais. Toutefois, c'est sur la base de l'étude Interphone qu'en 2011, l'IARC a classé les champs électromagnétiques dans la catégorie 2B. Donc, il faut être bien clair sur une chose. L'IARC classifie les agents physiques sur la base de l'état de connaissance, pas de la dangerosité. Donc, 2B, ça signifie peut-être cancérigène. Ça ne signifie pas qu'il est plus ou moins dangereux de certaines substances qui seraient dans la catégorie A. Ça c'est une source de malentendus assez répandue. Donc, du coup, il s'en est suivi l'émanation de tout un tas de recommandations et de directives de la part de la Communauté européenne. En particulier, on verra que la directive de 99 concerne essentiellement les grands publics, tandis que la directive de 2013 concerne uniquement les travailleurs. Ces recommandations et ces directives sont basées sur des recommandations de l'ICNIR, qui est un organisme sans fin lucratif qui s'occupe de faire une veille technologique. Et ça en Europe. Aux États-Unis, il y a à peu près le même boulot qui a été fait par l'IEEE, dont j'en passe sur le développement historique. À l'état actuel, aux États-Unis, le document qui fait référence, c'est le standard IEEE STD C95.1. Et il y a un certain nombre de similitudes avec des différences mineures, mais on va dire que les deux standards sont très proches. Donc, qui fait quoi? Donc, l'ICNIRP, c'est une commission qui s'occupe de faire une veille scientifique et qui émet des recommandations pour limiter l'exposition humaine aux champs électromagnétiques. Et l'ICNIRP est reconnu par l'Organisation mondiale de la santé. Il faut dire qu'il y a aussi des scientifiques qui, en toute bonne foi, ne croient pas ou qui ne sont pas d'accord avec les conclusions de l'ICNIRP, ce qui a donné lieu notamment
au rapport Bioinitiative en 2012. Et donc là, je n'en dirai pas plus sur ce point. Sur la base de quoi sont basées du coup les normes. Donc les standards américains et les standards européens sont basés tous les deux sur les effets à court terme réversibles des champs électromagnétiques, à savoir en basse fréquence la stimulation nerveuse et à plus haute fréquence l'échauffement. Ces documents mentionnent explicitement le fait qu'il n'y a pas une évidence suffisamment forte pour qu'on prenne en compte un éventuel danger par rapport à des maladies comme le cancer. D'une part parce que les expériences ne sont pas concluantes, et des deux parce qu'il n'y a pas encore de mécanisme démontré qui puisse expliquer ces effets. C'est qui est un peu la source de tous les problèmes. Du coup, les standards sont basés sur ces systèmes-là, un peu comme un sémaphore qu'on voit ici. Il y a des valeurs qu'il ne faut absolument pas dépasser, qu'on appelle en Europe les valeurs limites d'exposition, et qui sont malheureusement des grandeurs qui ne sont pas mesurables. Du coup, comment est-ce qu'on fait? Du coup, on définit d'autres valeurs qui, eux, sont mesurables, qui s'appellent valeurs déclenchant l'action, et on est certain que si on ne dépasse pas les valeurs déclenchant l'action, on ne dépasse pas non plus les valeurs limites d'exposition. Du coup, on est tranquille. Dans les cas où on dépasse ces valeurs déclenchant l'action, du coup, on est dans l'incertitude. À ce moment-là, il faut prouver par d'autres techniques, notamment par dosimétrie numérique, que les valeurs limites d'exposition ne sont pas dépassées. La norme en soi est assez compliquée. Vous avez ici, pour faire bref, les grandeurs qui ne sont pas mesurables, par exemple les champs électriques induits à l'intérieur du corps humain, qui sont représentatifs des valeurs limites d'exposition, et en bas, vous avez les grandeurs que nous pouvons mesurer et sur lesquelles se basent les normes. Si on considère que les parties basse fréquence, comme je vous ai anticipé, en basse fréquence, en gros, on considère que l'effet dangereux, c'est la stimulation nerveuse, on va dire jusqu'à 10 MHz. À partir de 100 kHz, on a un possible effet d'échauffement, ce qui a conduit à la limitation du DAS. Et dans la place de fréquence entre 100 kHz et 10 MHz, les deux contraintes sont présentes en même temps et du coup, on se place dans la condition la plus restrictive. La norme est assez compliquée, donc je ne m'attarderai pas sur ces slides-là. Tout simplement, il est important de savoir qu'il y a une différence entre les valeurs auxquelles peuvent être exposés les travailleurs et les valeurs des champs auxquels peuvent être exposés les grands publics. Pourquoi? Parce que les travailleurs sont conscients du danger, ils sont formés, ils sont avisés et ils sont monitorés. Il y a aussi une différence entre la partie du corps qui est exposée, notamment on a droit entre guillemets, à exposer à des champs plus intenses les membres, plutôt que le corps tout entier et encore moins la tête. Et on retrouve ici un fonctionnement similaire à un feu de signalisation, à savoir que tant qu'on ne dépasse pas les valeurs déclenchant de l'action, on est tranquille. Si on dépasse les valeurs déclenchant de l'action, on ne sait pas, donc on est au niveau de l'orange. Et si on est dans ces zones-là, il faut faire des calculs plus précis, plus poussés pour voir si on est dans les rouges ou pas. Et si on est dans une situation d'exposition dans laquelle on dépasse les valeurs limites d'exposition, à ce moment-là, on est dans une situation qui est non conforme et c'est interdit par la réglementation. Comment est-ce que les niveaux des champs ont été choisis? En basse fréquence, ce qui compte, comme je dis, c'est les possibilités d'avoir une stimulation des tissus nerveux. En particulier, entre 0 et 400 Hz, il y a la possibilité de stimuler magnétiquement des effets visuels qu'on appelle des magnétophosphènes, qui ressemblent un peu à des flèches qu'on pourrait voir. Et du coup, les limites sont plus bas. Et après, dès qu'on monte en fréquence, ces cas particuliers disparaissent. Et on est limité d'une part par le danger de stimuler les nerfs et d'autre part, quand on monte encore plus en fréquence, par des phénomènes d'échauffement. Les personnes à risque particulier, c'est-à-dire les femmes enceintes, les gens qui portent des implants actifs ou passifs, sont protégés de manière spécifique. D'une part, du fait que les implants actifs sont eux-mêmes protégés par rapport aux perturbations extérieures, et de deux, par des limites qui sont plus serrées. Donc,
il y a une certaine similitude entre les normes américaines et les normes européennes qu'on peut voir ici. Ici, il y a les deux gabarits, les gabarits européens et les gabarits américains. Donc, ils se ressemblent vachement, même si les valeurs ne sont pas tout à fait identiques. Donc, on est assez d'accord sur ça. Donc, pour résumer, bon, on a cette situation dans laquelle, tant qu'on ne dépasse pas les valeurs de déclenchement de l'action, on peut faire ce qu'on veut, entre guillemets. Mais il ne faut surtout pas dépasser les valeurs limites d'exposition. Et comment est-ce qu'on fait pour savoir si on dépasse ou pas les valeurs limites d'exposition? Eh bien, il faut faire des calculs numériques. Donc, on rentre ici dans le domaine de la dosimétrie numérique qui consiste à calculer numériquement les champs électriques dans les corps humains. Malheureusement, il y a des grandes incertitudes, d'une part pour la manquance de connaissances des propriétés des tissus au niveau électrique, d'autre part pour les variabilités entre un individu et l'autre, et surtout parce qu'on ne peut pas faire des validations expérimentales. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à l'heure actuelle, la seule méthode qui peut plus ou moins nous conforter dans les calculs, c'est de faire des comparaisons interlaboratoires, parce que c'est certain que tout le monde trouve à peu près les mêmes résultats. Et des deux, on se place systématiquement dans l'hypothèse de couplage maximal, c'est-à-dire dans l'hypothèse la plus restrictive. Donc ici, je vous termine ma présentation juste avec deux cas d'articles assez récents, dans lesquels ici vous voyez un système de recharge wireless pour voiture. Ici, c'est le type de modèle qu'on peut utiliser pour les corps humains. C'est des modèles avec plusieurs millions de degrés de liberté où on peut modifier les postures, où tous les organes sont discrétisés et représentés, chacun avec leur propre primitivité et conductivité. Et dans ces cas-là, on peut faire un premier calcul pour estimer les niveaux de puissance déposés par les champs électromagnétiques et ensuite faire un calcul thermique pour aller étudier l'échauffement en prenant en compte en particulier dans ces études-là la présence d'une prothèse métallique qui donc est susceptible de s'échauffer plus que le reste du corps. Ça, c'est une étude différente, à fréquence plus basse, dans laquelle également vous pouvez constater qu'il y a des mesures, il y a des modélisations numériques faites avec deux logiciels différents pour essayer de minimiser la possibilité d'erreur et ça marche plutôt bien. Et sur la base de ça, il est possible de modéliser l'effet du système qui est toujours un système de recharge inductif cette fois-ci, la présence de la voiture, de différentes configurations, et ainsi de suite. Donc ça représente à peu près l'état de l'art en dosimétrie numérique. Donc là, je passe la parole à Christian. Merci Ricardo. Donc pour conclure, je vais vous parler donc quelque peu des qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui est fait dans les véhicules, qu'est-ce qu'il convient de faire pour on va dire quand on est assis sur les convertisseurs et sur les moteurs. Bien ce qu'on fait classiquement en électronique en CEM, et notamment pour les dispositifs de puissance, c'est qu'on peut agir donc sur l'aspect géométrique, sur la disposition des éléments eux-mêmes, donc au sein du véhicule, où vraiment ça va on va dire de la carte électronique au système complet qu'est le véhicule, et aussi notamment au choix des liaisons électriques, les câbles, leur blindage, etc., etc. Donc ça, c'est l'approche tout à fait classique. Je dirais que pour se prémunir, de toute façon, on va utiliser que ce soit les câbles ou le confinement mécanique des dispositifs. On va en profiter pour faire du blindage électromagnétique. Alors, le blindage, c'est bien, mais suivant la gamme de fréquences à laquelle on est confronté, on va pas utiliser les mêmes matériaux et voilà, ce sera pas le même coût et le même poids. Donc là, par exemple, c'est en très basse fréquence, voire en continu. Comment on fait pour blinder quand vous avez un système, par exemple, c'est une bobine, bien en fait, on va pas pouvoir se baser sur les phénomènes donc de courant de Foucault, comme on va le voir juste après, mais plutôt sur des phénomènes de canalisation du champ. Et donc là, on va utiliser plutôt des matériaux donc magnétiques, voilà. Et eux, ils ont un coût et des propriétés mécaniques qui leur sont propres.
Les autres aspects, donc, c'est plutôt le truc le plus classique, c'est plutôt le blindage au sens donc des courants de Foucault. Donc, ça, en fait, c'est basé sur une propriété donc de développement des courants de Foucault dès qu'il y a une variation de champ dans un matériau conducteur, et ces courants de Foucault vont s'opposer donc à la pénétration même du champ à l'intérieur. Donc, en fait, il y a plusieurs termes, mais le terme le plus impactant, c'est celui-ci, hein, c'est le terme par transmission, on le voit ici dans les courbes, qui est vraiment le terme qui est lié au fameux delta, qui est l'épaisseur de peau. Voilà. Alors l'épaisseur de peau, c'est l'atténuation du champ exponentielle là, dans un conducteur. Et ce qu'il faut voir, c'est que delta dans le cuivre à 50 Hz, c'est 1 centimètre. Ça veut dire que si vous voulez vous blinder d'un champ, mettons magnétique, à 50 Hz, il va vous falloir plusieurs centimètres de cuivre pour réaliser un bon blindage, c'est-à-dire un blindage où il y a 90-95% de l'énergie qui est en amont et qu'on retrouve en aval du blindage. Donc plusieurs centimètres de cuivre, ça va pas être possible, hein. Alors quand on monte en fréquence, évidemment, ça diminue cette épaisseur, mais ça reste, pour l'électronique de puissance et la partie plutôt basse fréquence, ça reste quand même des épaisseurs qui peuvent devenir considérables si on utilise donc des blindages d'aluminium ou autre. Et dans le blindage, on a le problème des ouvertures. Parce que voilà, faire une boîte complètement fermée, c'est pas possible. On va forcément avoir des câbles, des entrées-sorties, du refroidissement thermique. Et donc, il va falloir gérer les ouvertures. Et tout bon blindage n'est pas meilleur que le plus gros de ses trous, hein. Donc, on a le problème donc, de la gestion des ouvertures. Et ça, en principe, c'est à l'encontre des aspects de poids, des aspects de mécanique, des aspects de connectique, des aspects thermiques. Voilà. Donc, il faut gérer ça et il faut, je pense, pour les nouveaux systèmes de transport, hein, donc véhicules électriques ou tout électrique, et notamment pour l'avionique, il faut aller donc vers un peu plus d'innovation. Je conclurai là-dessus juste après. Euh, L'autre façon, à part le blindage, c'est de confiner la perturbation par le biais de filtres, c'est-à-dire qu'elle ne s'échappe pas vers les câbles qui eux-mêmes vont rayonner. Alors, le blindage, on va dire le filtrage, ça aussi, hein, il y a toute une démarche de dimensionnement qui va avec. Mais ce qu'il faut voir, c'est que tout filtrage représente du poids, représente du coût, et aussi, on n'est pas non plus sûr on va dire, de maintenir de bonnes propriétés avec le vieillissement de tous ces composants, s'ils sont soumis à des cyclages thermiques, de l'humidité, suivant où ils sont, enfin bon, voilà. Donc, le filtrage aussi, c'est une très bonne solution, mais une solution qui a ses problèmes, hein, en électronique de puissance, hein. Si vous prenez un chargeur d'ordinateur, eh bien, un truc comme ça, là, ça, c'est pas un ordinateur, c'est une trottinette électrique. Mais si vous le démontez, vous allez avoir un tiers à l'intérieur du volume, et donc du poids et du coût, qui sont consacrés au filtrage pour ne pas rejeter sur le réseau des harmoniques liées à la commutation du convertisseur qui est à l'intérieur de ce dispositif. Donc, vous imaginez un tiers du poids et de l'encombrement quand il s'agit de véhicules, quand il s'agit d'avions, toutes les masses embarquées qui ne sont pas de la charge utile, si on pouvait s'en passer, ça serait mieux. Donc, il y a de l'innovation donc, à avoir. Donc, voilà, par exemple, des filtres que vous pouvez trouver dans des chargeurs d'ordinateurs, dans tous les dispositifs électriques, hein, où vous avez du filtrage donc, de mode commun, de mode différentiel. C'est assez classique et encore une fois, très encombrant. Alors, pour conclure, il va falloir, quand la puissance électrique va augmenter dans ces systèmes de transport, va falloir un petit peu être innovant
et agir donc sur les sources même de perturbations, essayer de les diminuer à la source, hein. Donc, être innovant sur les convertisseurs eux-mêmes, leur structure, leur mode de commutation, leur loi de commande. Le problème qu'il y a, c'est que dans les systèmes de transport, encore une fois, on est vraiment à côté des sources de perturbation. Et dans une voiture, moi, je dirais assis dessus. Et donc, bien ça, on n'a pas tellement le choix d'éloigner la source de perturbation. Quand on a un transformateur de quartier, on n'est pas obligé de le mettre à côté d'une maison. On peut l'éloigner de quelques mètres, voire dizaines, centaines de mètres. Une ligne de tension, c'est pareil. Dans une voiture, on n'a pas ce choix-là. Et donc, il y a besoin d'innover. Comme je disais, réduire les perturbations à la source, utiliser des matériaux innovants, hein, c'est-à-dire légers, mais qui peuvent blinder, qui peuvent, voilà. Donc, on travaille là-dessus, hein, sur des métamatériaux, hein, notamment. Et encore une fois, tout ça doit être pris en compte dès la phase de conception, hein. Comme vous parlez, Ricardo, là, des expositions des personnes donc au sein d'un habitacle de véhicule, ça, si vous l'avez pas prévu avant, quand vous avez assemblé votre voiture, vous avez votre prototype et vous faites des mesures côté passager à l'arrière et que ça dépasse les normes, vous faites quoi? Vous blendez le fauteuil, voilà. Donc c'est trop tard. Vous allez certainement appliquer des contre-mesures qui, de fois, on va même pas y arriver, hein, mais qui seront certainement très chères, très coûteuses de tous les points de vue. Et voilà. Alors que si on avait pu prévoir le problème, on aurait pensé à des solutions donc dès le début, et ça, c'est bien meilleur. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre attention. Et donc, si vous avez des questions, Ricardo et moi, on se fera un plaisir de vous répondre. Donc, merci Christian, merci Ricardo. Sur les questions sur le chat, il y en a une, c'est moi qui l'ai posée, mais une question. Savez-vous combien de dB sont nécessaires pour blinder une batterie? Alors, qu'est-ce que blinder une batterie? Alors, en fait, si vous voulez, la batterie elle-même, elle génère pas de perturbation. C'est le convertisseur qui va puiser de l'énergie dans la batterie, qui va rayonner, les câbles qui lui sont connectés, tout ça. Et l'idée de la modélisation, c'est de pouvoir prédire quelle source c'est. Et donc, vous avez un niveau de source et vous avez un niveau admissible pour les personnes. Et là, vous aurez votre dB que vous avez besoin. Parce que si vous mettez rien, en principe, la source, elle est là et le niveau admissible, il est dessous. Et donc, vous allez prévoir des dB pour ramener le truc comme ça. Mais on peut pas le dire comme ça. Il faut dire, on est capable de prédire la source. Et la source, c'est le convertisseur, le câble, voilà, le bus bar, les trucs comme ça. La batterie en elle-même, elle n'est pas. C'est pas. Hein. Non. Moi, j'avais une autre question, c'est d'un point de vue les logiciels de simulation là que vous avez présentés, surtout Ricardo. C'est des logiciels développés au laboratoire qui sont accessibles ou comment ça se passe si on veut les utiliser en tant qu'extérieur? Donc, ce que j'ai présenté, ce n'est pas des travaux qui sont faits chez nous. Nous, on a notre logiciel de simulation qui sont essentiellement des codes maison. Donc, pour les utiliser à l'extérieur, il faut venir me voir parce que ce n'est pas du tout intuitif. Sinon, il y a des logiciels commerciaux, notamment le logiciel Sim4Life qui fait référence. Sinon, il y a aussi CST dans lequel, ainsi, si je ne suis pas certain, il y a pas de... mais les top du top en ce moment, c'est considéré Sim4Life, qui est vraiment fait pour faire de la géométrie numérique. Donc, il y a le modèle de corps humain et surtout, il y a tous les post-processing qui va avec. Les constructeurs automobiles, ils s'en servent de ces logiciels commerciaux là ou pas? T'as pas envie de savoir ça? Je pense que oui. Vous savez pas? Alors après, c'est encore une question de ma part, hein, je suis désolé, mais quand j'ai entendu blindage, j'ai posé la question un peu bête. Le blindage électrométrique des tissus techniques des sièges automobiles
automobile est-il souhaitable et envisageable? Envisageable et souhaitable. Alors sur les tissus, on a déjà fait des mesures, notamment avec l'IFTH là qui est juste derrière là, l'école centrale. On a fait en fait c'était des tissus un petit peu techniques qui avaient un petit peu de la fibre conductrice, on va dire, pas forcément métallique mais de carbone. Donc ça fait rien du tout. Hein. En fait, comme je disais tout à l'heure, le blindage, c'est vraiment lié à la conductivité. On a fait pas mal de travaux aussi avec un constructeur d'équipementiers automobiles qui fait donc les parties plastiques, et ils essayaient donc d'avoir de rendre conducteurs un petit peu les plastiques en mettant notamment des inclusions. Alors, c'était une super idée, mais on arrivait quand même à des niveaux de conductivité qui n'était pas assez bon pour vraiment faire un vrai blindage électromagnétique. Hein. Et on a beau dire ce qu'on veut, mais c'était rendre les choses conductrices. C'est un coût qui va densifier la matière. Voilà. Les tissus, les trucs comme ça, il faudrait faire de la cotte de maille. Hein. Alors, il n'y a pas des stratégies multicouches ou des choses envisageables? Alors après, voilà, c'est ce que je disais sur les métamatériaux. Donc, qui sont en fait des matériaux où on va retrouver des propriétés un petit peu étonnantes. Souvent bande étroite hein, en termes de fréquence, mais on est capable de faire des matériaux assez légers et qui ont des propriétés assez intéressantes, mais ce sont des choses qui vont être un petit peu travaillées. C'est pas du matériau brut comme ça. Donc sur les textiles, il y a peut-être des choses à faire, mais ce qui va être ce qu'on va obtenir, c'est quand même léger par rapport aux besoins, parce que en fait, le gros problème d'un véhicule électrique ou c'est qu'on est vraiment assis dessus. Hein. C'est ça, ouais. C'est ça. Il y a une promiscuité et le champ, il décroît très vite avec la distance. Quand on est en champ très proche, c'est avec le cube de la distance. Donc ça va très très vite avec l'éloignement. Mais l'éloignement dans une voiture, il n'est pas possible. C'est bien ça le problème. On est assis sur le pack batterie, on a les bus bars sous les pieds, sous les fesses. Le convertisseur, suivant où il est pas très loin. Et donc, on a forcément une exposition qui est dense. Hein. C'est forcé. Hein. Et donc, il faut faire il faut mettre en place des choses. Et ces choses, elles ont surtout un poids et un coût. C'est ça, et notamment, Ricardo présentait tout à l'heure l'histoire des chargeurs. Là. Alors ça, c'est la cata. Hein. Les chargeurs par induction, où on est sur des systèmes donc, de bobines couplées dans l'air. Et dans l'air, il n'y a rien qui canalise le champ. D'accord. Et puis, les niveaux de puissance sont considérables. On passe des kilowatts. Donc, ça fait des niveaux de champ qui sont importants. Sur des fréquences de plusieurs dizaines, centaines de kilohertz. C'est un mauvais gain, ouais. Non, ouais, c'est. Mais sur une stratégie couplée admettons, de métamatériaux pour se blinder un peu, et dès la conception, bien dimensionner tout ça pour éviter les sources initiales, on peut s'en sortir quand même sur un véhicule. Il faut rester positif. Ouais, mais il faut bien y penser en amont. Parce que si tu veux, et c'est pour ça que moi, quand tu m'as parlé de ce séminaire, j'ai trouvé ça sympa, parce que les deux interventions que vous avez vues là, en fait, on les fait dans le cours qu'on fait au Master 2 à Lyon 1 et au 3e année ici à Centrale. En fait, on sensibilise les gens donc à ce genre de choses, mais le côté, par exemple, d'intégrer les systèmes biologiques, qui sont les personnes, dans les aspects de compatibilité électromagnétique, c'est assez récent. Dans les congrès de CEM, tout ça, il y a la CEM pour les systèmes vivants. C'est un truc qui a quelques années, qui a moins d'une décennie. Enfin, c'est quelque part assez récent. Et du coup, la prise en compte dans le domaine industriel, elle a toujours un petit peu, entre guillemets, de retard par rapport à ce qui se fait donc dans la recherche universitaire. Hein. Là, ce qu'il faut voir, c'est que les gens dans le domaine automobile sont très très bons sur les aspects de CEM,
intersystème avec l'électronique, tout ça. Mais sur la sécurité par rapport à l'exposition des personnes dans les véhicules électriques, je sais pas. Il y a encore du… Ça reste je pense qu'ils traitent le problème. Enfin, moi, je travaille avec eux pas sur ces aspects-là, mais de par leur technicité, je pense que voilà, ils y ont pensé. Mais ce qu'il faut voir, c'est que les gabarits que vous a montré Ricardo tout à l'heure par rapport aux gabarits entre guillemets CEM, ça touche pas c'est pas les mêmes niveaux et c'est pas les mêmes. Enfin voilà, c'est plus étendu en termes de gamme de fréquences. Donc ça peut parfois amener des contraintes qu'on n'avait pas quand on s'intéressait qu'à la CEM au sens sûreté de fonctionnement entre les systèmes électriques et électroniques. Ouais. Ok, je comprends bien. Je regarde les questions sur le chat. Il n'y a pas une question, mais il y a une personne qui est intervenue, qui parle de sa société qui s'appelle Eloan et qui a l'air de faire aussi qui a aussi un labo CEM, et donc qui a été intéressé par la présentation. Voilà, côté. Est-ce que vous voyez d'autres questions du côté Actematch? J'en vois pas, moi. J'en ai pas d'autres dans le chat non plus. Je vois qu'il y a Nathan Guignin qui a laissé un petit commentaire que je vous laisserai lire après. Mais pas d'autres questions pour le moment. Ok, bah alors je pense que si on n'a pas d'autres questions, on va peut-être conclure, non? Enfin, on va peut-être arrêter. Bon, en tout cas, merci Christian et merci Ricardo, c'était très intéressant et on espère que ça va donner des idées à certains. Et en tout cas, c'est un sujet important, il me semble. Et on aura une autre session d'ici septembre, donc avec un laboratoire plus proche du Carnot ESP, qui va continuer à parler de ces problématiques de CEM, notamment l'aspect peut-être plus focalisé sur la réglementation. Donc, on vous donne rendez-vous en septembre pour un prochain webinaire, toujours autour des problématiques de CEM. Donc, je vous dis au revoir à tous et bonne fin de journée. Merci pour l'invitation. Bonne journée à tous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.